À la une ce soir, le gouvernement le martèle, le CDI sera préservé. Après plusieurs pistes de réformes annoncées, beaucoup redoutent le projet du gouvernement. Qu'en pensent les organisations syndicales locales? Le reportage de Karen Diamin est à venir. Et première journée du procès en appel du Pablo Escobar français, Kevin Dour est jugé à Fort-de-France pour avoir mis en place un vaste trafic international de cocaïne. Des mesures exceptionnelles de sécurité ont été mises en place. Compte rendu de cette première journée d'audience dans ce journal. Et une épidémie de conjonctivite est actuellement en cours aux Antilles selon l'Agence régionale de santé. L'île de Marie-Galante est la plus touchée. Comment éviter d'être contaminé? Précautions et conseils sont à venir dans un instant. Et demain, c'est la journée mondiale des océans. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de ceux qui vivent sur les rives de l'océan Atlantique afin de connaître leurs avis sur l'utilisation que nous faisons de la mer. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver à moins de 3 jours du premier tour des élections législatives. Les campagnes s'accélèrent. Dernier préparatif, rencontre avec les citoyens et séances de tractage. Tout est bon pour se faire connaître ou encore entretenir les liens déjà établis avec les citoyens de sa circonscription. À Paris aussi, on retrouve des candidats antillais issus de familles politiques différentes ou même de mouvements fraîchement créés. Nous sommes partis à la rencontre de 3 candidats au profil très différents, mais avec la même ambition, représenter les ultramarins à l'Assemblée nationale. Solène Boissé. On se rejoint à 18h30 au 140 après la diff et moi je vais avec les camarades distribuer les tracts. Dernier point d'organisation pour celle qu'on ne présente plus. Ancienne ministre des Outre-mer et conseillère à la mairie du 20e arrondissement de Paris. À 69 ans, Georges Paul-Angevin compte bien sur son expérience politique pour glaner un 3e mandat de député. Elle n'a pas d'adversaire en marche pour cette élection, mais son parti n'a séduit que 14% des électeurs de sa circonscription au présidentiel. Aujourd'hui, il y a une image du Parti socialiste qui est très dégradée. Donc ça ne nous aide pas dans la campagne, ça c'est sûr. Et sur le terrain, la Pointoise fait face à une autre difficulté, la multiplication de ses adversaires. Pour cette élection, ils sont 21 à tracter sur les trottoirs, de quoi lasser les électeurs. Ça fait déjà 6 mois que les gens ont des tracts, donc ils commencent à être un peu fatigués. L'expérience, elle ne l'a pas, et c'est justement son argument. À seulement 28 ans, Somalia Barrow a une vie bien remplie, entrepreneur, styliste et femme politique. Pour sa première campagne, son QG, c'est l'appartement d'un des militants d'un mouvement de jeunes. Les moyens ne sont pas les mêmes, mais cette foyalaise d'origine compte bien peser dans la balance face à 2 poids lourds de la politique. Le secrétaire général du PS et député sortant Jean-Christophe Cambadélis et Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique d'Emmanuel Macron. On essaie de promouvoir justement une forme plus démocratique de la politique, considérant que les partis ne devraient pas être les seuls détenteurs finalement de la décision politique. Le premier défi, c'est d'apprendre à se faire connaître sur le terrain, localement, en allant à la rencontre des gens, en faisant du tractage, en faisant du porte-à-porte. Et justement, c'est parti pour une séance de tractage à la rencontre des habitants du 19e. Avec sa petite équipe, elle interpelle les électeurs pour sensibiliser sur le rôle de député encore méconnu, mais surtout faire connaître son mouvement. Bonjour monsieur, je peux vous laisser une information pour les élections législatives. Je suis candidate dans le 19e avec un mouvement citoyen. À quelques kilomètres de là, ce n'est pas la même recette. Tous les ingrédients d'une bonne campagne sont réunis pour Babette de Rosière, un QG bien visible à Paris et une chef de groupe active et motivée. Aujourd'hui, on va distribuer les programmes. Pourtant, la célèbre chef cuisinier subit des menaces et des intimidations depuis plusieurs semaines. On a mal. Allez, cassez-vous. Ah, tu as vu? Je gêne, je fais peur. Pourquoi? Mais je sais pas. Parce que je suis sur le terrain, moi je lâche rien. Car cette circonscription est un fief historique de la gauche, mais elle ne se laisse pas déstabiliser et au contraire... C'est quelque chose qui nous renforce. Et ça nous donne plus de volonté pour aller sur le terrain. Le premier scrutin se déroulera le 11 juin prochain en Hexagone et le 10 aux Antilles et en Guyane. En Outre-mer, le nombre de participants a battu un record avec 345 candidats pour 27 sièges à l'Assemblée.
Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a martelé aujourd'hui. Le contrat à durée indéterminée restera la norme après la réforme du Code du travail. Une annonce qui fait suite aux informations diffusées récemment dans la presse. La ministre a de nouveau souligné qu'il n'y avait pas de copie cachée de cette réforme, mais bien qu'une très large place sera donnée à l'accord d'entreprise, y compris pour négocier sur le contrat de travail. Que pensent les organisations syndicales locales des premières mesures annoncées? Reportage Karen Diam. C'est la priorité du nouveau chef de l'État, réformer le Code du travail par ordonnance. Si le plafonnement des indemnités prud'homales et la fusion des institutions représentatives agaçaient déjà les syndicats, la primauté des accords d'entreprise reste un véritable point de discorde. Privilégier au niveau de la branche et privilégier les négociations au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de la branche, parce que tout simplement, on sait très bien l'emprise que les patrons ont au niveau de leur entreprise propre, c'est logique, et donc ce sera plus facile. Et en plus de ça, ils ne préconisent pas que ça, ils préconisent aussi de mettre en même temps le CHSCT, le délégué du personnel, ils mettent en même temps le délégué syndical. Bref, ils font une espèce de sauce bizarre, auquel cas toujours les travailleurs vont y laisser des plumes. Un sentiment partagé par le syndicat Force ouvrière qui favorise les négociations dans les conflits sociaux. Ces messieurs, ils voulaient faire les négociations au niveau de l'entreprise. Mais essayez de deviner si toute station Guadeloupe, pourquoi négocier dans chaque station, ou que fasse via on va négocier. Donc, en passant, pourquoi ces messieurs paient les négociations au niveau de la branche. Mais sinon, moi, j'ai trouvé que le gouvernement, là, ça, il a changé bab. Parce qu'il y a un quoi. Même si les syndicats mentionnent tout défaut à eux, on parle qu'un syndicat qui se reconnaît, qui son cœur de métier, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, puisse accepter qu'on puisse remettre en cause le Code du travail. Si la loi oblige le gouvernement à passer par une concertation préalable avec l'ensemble des partenaires sociaux pour réformer le droit du travail, les syndicats appellent à la plus grande vigilance. De quoi s'agit-il? Il s'agit de sécuriser le patronat, et de l'autre côté pour les travailleurs, de les précariser tout simplement. Voilà ce qui attend les travailleurs. Et donc nous, la CGTG, on est obligé d'en tenir compte et de dire aux travailleurs de se montrer très prudents sur ce qui est en train de se passer, parce que demain, nous en paierons, nous travailleurs, le prix fort. Donc nous ne pouvons pas, vous comprenez très bien, aller dans le sens de ce que préconise M. Macron, ainsi que tous les politiques guadeloupéens qui le soutiennent. Syndicat majoritaire en Guadeloupe, l'UGTG devrait se rassembler ce soir pour étudier avec le plus grand intérêt les premières pistes de réforme du Code du travail dévoilées par le gouvernement. Et vous, souhaitez-vous que le Code du travail soit réformé? C'est la question que vous a posée Karen Diamin. On vous écoute. Oui et peut-être non. Vous savez, il y a tellement de soucis et de questions ambiguës là-dedans. Avant de prendre une décision quelconque, je pense qu'il faudrait détailler ce sujet-là pour mieux comprendre le problème au niveau de la loi, du travail, les conditions de boulot en Guadeloupe, même ailleurs, mais restons en Guadeloupe. Oui et non. Pourquoi? C'est pas utile de le faire. Oui, je pense qu'on peut toujours améliorer les conditions de travail, parce que les conditions qu'on a aujourd'hui fait suite aux différentes réformes qu'on a eues dans le passé. Donc on peut toujours continuer à améliorer. Donc on verra avec le nouveau président le programme qu'il présente, et notamment son idée comme quoi au niveau de la démission on allait sur un chômage. Je pense que c'est une très bonne chose. Et oui, il faut continuer à réformer le droit du travail afin d'avoir des meilleures conditions. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est vraiment malade là. C'est pas bon du tout, il faut la refaire. Qu'est-ce qu'il faudrait changer par exemple? Pour moi, quasiment tout, parce que même le salarié qui travaille, on n'arrive pas à toucher. Voilà, c'est toujours le problème, quoi. Tout ça, pour moi, c'est à refaire. Déjà, je pense qu'il faudrait améliorer l'écoute des employés déjà. C'est la première chose. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de dialogue entre les patrons et les employés. Parce que j'ai travaillé et je sais que dans l'atelier c'est quelque chose et à l'administration c'est autre chose. Donc on n'écoute pas assez les employés. Et je pense que pour améliorer le travail. Alors le souci c'est que j'ai toujours travaillé dans le public et que je n'ai pas de problème particulier au niveau de ma profession. Je ne me suis jamais penchée véritablement sur le Code du travail. Donc là, en entendant parler et en parlant des réformes et tout ce qui se dit, je vais peut-être me pencher et voir
qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait et qu'est-ce qui serait plus positif au niveau des réformes, quoi. Mais pour l'instant, là, je ne peux pas vous donner une réponse précise, claire là-dessus. Et c'est une première dans l'histoire des travailleurs de produits pétroliers en Guadeloupe. Les gérants de stations-service et leurs salariés sont parvenus à trouver un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sans utiliser la grève comme moyen de pression immédiat. Luc Rubens, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le représentant, le secrétaire général de l'Union des travailleurs des produits pétroliers de l'UGTG. 8 ans que les syndicats bataillaient pour obtenir cette satisfaction. Qu'est-ce que cela va changer pour vous? Alors 8 ans, c'est un volonté manifeste des gérants et de ne pas négocier, puisque le mot NAO, comme bien dit, une négociation annuelle obligatoire. Donc il a fait le choix effectivement de ne pas discuter avec nous, parce qu'effectivement, il n'a pas tenu les moyens pour te répondre à revendication nous. Donc là, ils obtiennent les moyens. Donc nous finissons effectivement préciser et discuter pour obtenir ça nous commande. Protocole là qui est signé vendredi, qui est Kavin, normalement. Oui, c'est ça que vous faites. Est-ce que cela veut dire que Guadeloupéen qui est épargné par toutes sortes de grèves pour les mois et années à venir? On ne peut pas envisager ça, hein, parce que lorsqu'on va dans notre pays, c'est toujours des problèmes. Donc, mais là, ça sera pas satisfaction. Nous sera pas satisfaction minima, nous pas satisfaits, mais nous accepter, puisque là, nous regardons effectivement, nous avons une augmentation de 3%. Les gérants ont qu'à rechigner pour devant nous 1%. Ou soit ils n'ont pas tenu les moyens faits. Oui, mais là, ils obtiennent. D'accord? Mais malgré qu'ils obtiennent, ils n'ont pas de bail. Donc, c'est pression que nous mettons pour les bail. Ce qui fait que nous obtiennent 1,5. Vous comprenez bien, nous, moins des 3. Donc, moi, pas satisfait finalement des déroulements de négociation là, mais nous accepter parce que nous estimons quand même que faut faire le social, faut effectivement des fois accepter. Ça ne veut pas dire que demain payer une grève en entreprise, puisque le problème est toujours posé. Donc à partir du moment où le problème posé et que les patrons pas répondent à des problèmes, automatiquement il n'y a pas d'autre choix qui fait la grève. Patrick Coledi en Bitin, il soulignait ça, il dit que question là, c'était préserver un système social qui a existé inquiet en Guadeloupe, Martinique, aux Antilles, nous savons ça, pas ni en l'eau pompiste en France hexagonale, tout biton automatisé. Face à ce problème-là, qui bien répond station-service qui est automatisé, est-ce que vous avez pensé que le modèle-là, nous l'avons là en Guadeloupe, ni en avenir en fait? Il y a un avenir, mais il faut savoir que est-ce que vous avez réfléchi à ces avenirs-là, ça? Bien évidemment. C'est pour cela que nous demandons effectivement dans l'accord que nous allons signer prochainement le droit à la formation, puisqu'il faut les salariés partir en formation pour faire une conversion dans d'autres domaines. Et il n'y a pas de capacité en formation parce que les gérants ont empêché au parti. Donc, qui j'ai expliqué moi pour travailler en entreprise, ils ont empêché de parti. Donc, pour nous, il est important d'acter ça dans l'accord-là que nous allons signer vendredi là, de manière à ce que les salariés partent en formation pour effectivement orienter dans notre branche. Donc, ainsi, diviner vous avez programmé fin à ces stations-service en Guadeloupe avec pompistes? Non, tant qu'il y a des syndicats comme l'UGTG présents en secteur-là. Mais vous pouvez anticiper à venir là? Après qu'ils sont anticipés, en 20 ans, 25 ans, l'État prévoit effectivement changer la donne, de ne pas faire voiture carburant, donc bien évidemment, payer du pétrole d'ici 20 ans, 25 ans. Mais tant qu'effectivement qu'il y a du pétrole, évidemment, tant qu'il y a les syndicats, comme le GTG qui est présent pour effectivement faire en sorte que l'emploi des stations-service maintienne. Et qui j'en plein d'informations là, ça qu'a fait pour ces pompistes-là qui travaillent aujourd'hui là? Qui j'en pas comprendre? Qui j'en plein d'informations là qu'a fait pour ces pompistes-là qui travaillent aujourd'hui là? Qui j'en y a qu'à appréhender formation là ça? Mais non, mais après, il aura fait des choix. Il aura fait des choix dans l'orientation à Villaillon. C'est eux qui ont fait des choix. À partir du moment où il fait des choix, il aura posé effectivement une demande de formation et il aura passé en formation à eux, puis il peut ça reconvertir dans ce choix-là qu'il a choisi là. Les Cribens, merci pour venir au Sola pour expliquer nous ça. Le GTG va peut-être devoir passer à la vitesse supérieure à Route de Guadeloupe, un autre conflit que vous connaissez certainement. Après avoir revu sa copie, fait une nouvelle proposition concernant la revalorisation du régime indemnitaire. La semaine dernière, le syndicat serait toujours sans réponse de la région qui avait, je vous le rappelle, convenu de reconvoquer le conseil d'administration pour statuer sur ce conflit à Route de Guadeloupe. Le GTG va-t-il passer à la vitesse supérieure? On écoute la réponse d'Hugues Geoffroy, secrétaire général de la section UGTG à Route de Guadeloupe. On regarde. Nous avons rappelé que c'est la revalorisation du régime indemnitaire à Route de Guadeloupe que nous commandons de revaloriser, qui a existé depuis Route de Guadeloupe créé, plus précisément depuis 2009. Et nous commandons une revalorisation qui a parti si 2014, 2015, 2016. Nous faisons un recul dans la négociation, nous retournons par rapport à la demande de la présidente, nous disons OK,
nous avons fait ici 2016. Si 2016, ça a fait nous comme proposition, c'est pas même ni de quoi on les pour gagavouer, quoi. Ça ne va pas représenter rien. C'est comme si on mettait ça pas ni pour sens, ça a proposé nous là. Donc c'est ça nous arrêter là aujourd'hui. Donc là nous allons attendre puisque nous avons des nous avons un courrier, nous avons des qui nous rencontrer et nous pourrons recevoir réponse. Simplement, nous savons qu'il y a une logique de mettre en place un nouveau régime indemnitaire là. Et là, nous avons dit par rapport à ça, nous payons dans une bonne logique de nouveau régime, alors que nous commandons en révalorisation. Ça, nous assis là. Donc, jusqu'à la aujourd'hui, nous prenons notre compte de réveil et c'est là nous y est. Pour le moment, nous assis sur un seul point, nous avons bloqué sur un seul point, nous ne pouvons pas arriver plus loin, hein, ni d'autres points derrière. Donc, ces 6 premiers points là, nous ne pouvons pas arriver plus loin. Et il faut savoir aussi que depuis que nous là, nous avons des retenues qui font les salaires à les camarades. Donc, ça aussi, c'est un préalable pour nous répondre à la négociation. Parce que là où on a grève, il n'est pas question qu'on fait point retenir dès lors qu'on peut finir de négocier. Donc c'est ça nous a dit le président là, par rapport à tout ça encore, nous allons mettre ça devant, ça on demande qu'il faut pour nous aussi. Et l'autre titre de l'actualité de ce mercredi, c'est le procès en appel de Kevin Ndour, celui que l'on surnomme le Pablo Escobar français, qui s'est ouvert aujourd'hui au palais de justice de Fort-de-France en Martinique, principal suspect d'un trafic international de drogue. Il est jugé en appel suite à sa condamnation à 10 ans de prison en septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, avec 2 autres prévenus. Retour sur cette première journée d'audience avec Alizé Dutran et Michelet François. Dans le box des accusés, on retrouve Kevin Ndour, entouré de 2 de ses complices présumés qui ont également fait appel. Les visages de ces coprévenus sont graves, fermés. On peut lire une certaine anxiété. Kevin Ndour, lui, semble serein et détendu. Il rit parfois et esquisse régulièrement un sourire. Le juge procède d'abord longuement à la relecture des auditions et des déclarations du premier procès en septembre 2016. Les 2 coprévenus sont ensuite entendus, les propos sont confus et les échanges sont houleux avec la Cour. Kevin Ndour est défendu par ses 2 avocats du barreau de Paris en charge de son dossier depuis son premier jugement. Il déplore aujourd'hui une certaine confusion autour des différentes affaires. Il n'est absolument pas jugé pour un trafic de cocaïne entre la métropole et les Antilles aujourd'hui. Il est jugé pour prétendument avoir tenté de faire récupérer un stock qui était resté aux Antilles au moment de son interpellation. Les principales zones d'ombre, c'est qu'aucun des accusateurs de Kevin Ndour n'a été confronté à lui et on lui reproche également un certain nombre d'écoutes téléphoniques dont on ne connaît absolument pas les correspondants ou alors pour ceux que l'on connaît qu'on n'a pas jugé utile d'entendre. Condamnés en première instance à 6 et 10 ans de prison, les 2 complices présumés de Kevin Ndour sont aujourd'hui soupçonnés d'être des intermédiaires dans le vol et la dissimulation des stupéfiants. Depuis son premier jugement en 2013, Kevin Ndour est incarcéré dans l'Hexagone. Placé en isolement, le baron présumé de la drogue change de centre pénitentiaire tous les 3 mois. Un traitement injustifié selon ses avocats. Monsieur Kevin Ndour estime qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire. Si je n'avais pas confiance dans la justice, je changerais de métier. Et j'ai donc toujours espoir que nous soyons entendus, M. Kevin Ndour et ses avocats, en estimant qu'il n'y a pas dans ce dossier d'éléments probants permettant d'être absolument certain de sa culpabilité. Pour ce procès sous haute surveillance, la sécurité a été renforcée à l'intérieur et aux abords de la cour d'appel. Une 50aine d'hommes est déployée pour éviter toute tentative d'évasion. Nous sommes coordonnés avec la gendarmerie qui assure la sécurisation du mis en cause. Et nous assurons la sécurisation de la cour d'appel avec des effectifs locaux de la compagnie départementale d'intervention. Ils sont positionnés à l'extérieur de la cour d'appel et à l'intérieur pour surveiller toutes les issues. Et nous avons également le renfort du groupe d'intervention de la police nationale anti-Guyane. Les avocats de la défense pointent du doigt une mise en scène qu'ils estiment exagérée. Tout ça fait monter la sauce et il est en tout cas dans la position du coupable avant que le procès commence. C'est bien ce que nous regrettions et ce sont bien les raisons pour lesquelles nous avons demandé à ce que ce procès et les autres procès le concernant soient dépaysés et ne soient pas jugés sur le ressort de la Cour d'appel de Fort-de-France. Kevin Ndour encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Ses avocats comptent plaider demain la relaxe.
Une première journée d'audience passablement tendue. Le procès promet d'être riche en rebondissements. Il s'achèvera vendredi. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le point sur l'épidémie de conjonctivite qui sévit dans notre archipel. Et puis petite virée sur la côte atlantique avec cette question concernant la mer. Est-elle traitée comme un facteur de développement pour nos territoires ? Et une épidémie de conjonctivite d'origine virale est actuellement en cours aux Antilles selon l'Agence régionale de santé. Marie-Galante est la plus touchée. La concentration de festivaliers le week-end dernier ne va sans doute pas arranger les choses. Les explications de Linda Kayarsi. Depuis la fin d'année dernière, une recrudescence de cas de conjonctivite infectieuse sur l'archipel guadeloupéen est observée, avec des niveaux légèrement au-dessus des valeurs maximales attendues. L'incidence cumulée au cours des 2 dernières semaines est de 20 cas pour 10 000 habitants sur le département. L'île de Marie-Galante est le territoire le plus impacté sur la commune de Grandbourg, 353 cas pour 10 000 habitants. Après Marie-Galante, les communes de Pointe-à-Pitre, du Gosier et de Terre-de-Bas sont les plus touchées, avec une incidence comprise entre 51 et 100 cas pour 10 000 habitants. Pour l'instant, aucun signe de gravité ou de complication n'a encore été signalé. Néanmoins, à titre préventif, l'ARS recommande notamment de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, particulièrement après chaque mouchage ou après un séjour aux toilettes, mais aussi d'éviter de se frotter les yeux et pour le nettoyage des yeux, rincer l'œil avec un sérum physiologique et l'essuyer avec un mouchoir en papier à usage unique. Enfin, en présence de signes de conjonctivite, rougeur, yeux collés ou encore sensation de brûlure, il est conseillé de consulter rapidement son médecin traitant. Et maintenant, quelque chose de plus agréable. Demain, c'est la journée mondiale des océans. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de ceux qui vivent sur les rives de l'océan Atlantique. Avec cette question, pensez-vous que la Guadeloupe utilise bien la mer? Et que peut-on faire davantage pour qu'elle nous aide à nous développer? Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter. Non, pas du tout. Les Guadeloupéens ont vu tout près de la mer, mais on ne l'utilise pas. C'est les autres, les vacanciers qui arrivent ici et qui vont l'utiliser à notre place. Même quand on voit même pour nos enfants même, les enfants ne vont pas à la mer. Moi je dirais non. Parce qu'il y a des pêcheurs qui ne respectent pas la réglementation. Ces pêcheurs-là, ils sont appelés lieu parce que tu aurais des... Il va mettre en réserve pour réserver par ça peut-être 5 ans. Dieu pas pêcher en côté 5 ans et après 5 ans pour pêcher là au moins. Il nous manque pas mal de choses. En ce qui concerne au niveau des bateaux de pêche et tout, pour pouvoir bien pêcher. Mais là, en ce moment-là, je crois qu'il nous manque des choses. Les Guadeloupéens pas suffisamment à mon avis, hein, parce qu'on devrait s'y retrouver plus nombreux et plus souvent. À vrai dire pour la Guadeloupe, disons, moi je ce sont les étrangers qui profitent de nos eaux. Pas nous les Guadeloupéens même. Parce qu'il y en a beaucoup que, là, disons là, on a la mer pour rien. Il y en a ceux qui payent leur voyage, payent de l'argent pour pouvoir venir dans nos eaux. Et puis nous, ici même, on ne s'occupe pas trop de nos eaux. Parfois, médiocrement, dire qu'on va s'occuper d'en faire, pas nous pour occuper de ça. Non plus, les Guadeloupéens, ça ne penser qu'il y a des hommes politiques pour ça, pour nettoyer ça. Des employés de la commune pour nettoyer la mer correctement, quoi. Ben, sur l'utilisation, on a dit que pour la quantité de Guadeloupéens, on a trouvé très peu qu'avait une baignade quand même. Oh ben, j'en sais rien, c'est une prise de conscience personnelle, hein. Chacun fait à son rythme, à son goût, en fonction de ses disponibilités aussi, mais enfin on devrait l'utiliser beaucoup plus. Et bien pour que tout le monde prenne conscience de ce que nous en avons, il faut le mettre en pratique pour pouvoir l'utiliser plus fréquemment. Même à l'école, emmener les enfants à connaître la mer. Et par la suite, je crois que ça va aller mieux. Ça, c'est au fil des années, la nouvelle génération, à travers leur formation, pourra faire ça. La nouvelle génération. Mais cette génération-là, aujourd'hui, je dirais qu'elle est encore têtue. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de l'Hyper-Casino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.